Maud, c'est à toi. Merci beaucoup et puis bienvenue à tous et à toutes, chers amis bretons, pour votre participation ce jour à ce webinaire sur le thème de l'Inde, pays d'innovation et de talent. Je suis Maud Lebar, je serai votre hôtesse aujourd'hui. Je suis la représentante de Rennes School of Business en Inde. Je suis basée en Inde moi-même et je suis conseillère du commerce extérieur de la France. Et je voulais remercier Nicolas Bitti du WTC Bretagne, Vivien Massot pour les CCEF en Inde, Jean-Christophe Piot et Pierre Morvan pour les CCEF de Bretagne pour leur soutien. Et je suis absolument ravie qu'on ait pu monter ce webinaire. Alors, l'Inde, Incredible India. Voilà un continent qui inspire de loin autant la fascination que la peur et l'impression de complexité. Pourtant, en cette période post-Covid où les équilibres internationaux sont bousculés, l'Inde et son 1,4 milliard d'âmes, des poussières, souffrent de plus en plus au monde et méritent qu'on s'y intéresse. En effet, la presse anglo-saxonne et les CEO des plus grandes multinationales non indiennes, le CEO de McKinsey par exemple récemment, ils s'emballent tous sur les possibilités fantastiques qu'offre le pays. Et de nombreuses multinationales ont nommé des leaders indiens à leur tête, c'est dire les talents qu'on peut trouver en Inde. Et de son côté, le gouvernement français, depuis de nombreuses années, et encore plus depuis la présidence de M. Macron, considère l'Inde comme partenaire stratégique en Indo-Pacifique. Les entreprises françaises multiplient également leur présence avec plus de 1000 sociétés implantées sur le territoire indien. Et en 2019, ces entreprises embauchaient 350 000 employés sur place. La France est citée parmi les 5 pays les plus productifs en Inde sur le site, les 5 pays étrangers les plus productifs en Inde sur le site gouvernemental Make in India. Plusieurs régions se sont même implantées localement, donc pourquoi pas la Bretagne. Nous espérons donc, à travers ce webinaire, vous convaincre vous aussi des opportunités qu'offre l'Inde pour vos entreprises et vous donner des clés pour plus de présence bretonne sur le sous-continent. Nous avons aujourd'hui choisi d'évoquer un sujet d'intérêt général pour les entreprises bretonnes. On pourrait dire tellement de choses sur l'Inde, mais on a choisi d'essayer de proposer quelque chose qui pourrait intéresser un maximum de sociétés, et notamment sur l'aspect talent, les talents en Inde ou l'accès à l'innovation. Et vraiment, l'Inde représente une opportunité fantastique en termes d'innovation et d'accès aux talents à travers, on va le voir à travers différentes interventions. Tout d'abord, on va avoir Madame Desmond de Business France Inde qui va vous présenter l'univers de la tech en Inde. Ça sera une belle entrée en matière pour comprendre le niveau d'innovation en Inde et les possibilités d'accès pour les entreprises bretonnes. Et donc, je la remercie beaucoup pour son intervention. Puis, nous donnerons la parole aux représentants de différentes sociétés françaises basées en Inde qui vous feront un retour d'expérience sur l'accès à l'innovation et au talent dont elles ont pu bénéficier en s'installant là-bas. On a Niruban Rupatevan, qui est le directeur des ressources humaines chez BNP Paribas GSO sur le site de Chennai et Mumbai. Et il est également responsable diversité, inclusion et développement de carrière pour BNP Paribas India. Vous voyez, très intéressant et merci beaucoup Niruban d'être avec nous. Emilien Coquart, qui est le fondateur de The Scalers et vice-président de la French Tech en Inde et CCEF en Inde. Et puis enfin, Swan Tenfish, je pense qu'elle nous a rejoint, CEO de Link, qui est l'ex-Numa Bangalore, et présidente de la French Tech en Inde et également CCEF Inde. Voilà. Donc, je vais laisser à Anne la parole pour nous présenter, nous faire une première approche du monde tech en Inde. Très bien, merci beaucoup Maud et bonjour à tous. Je vais vous partager une présentation. Alors, voilà. Est-ce que vous la voyez? Oui, on la voit. Oui, c'est bon. Très bien. Très bien. Écoutez, rapidement, donc voilà, Anne Desmond, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi, je suis responsable du bureau Business France à Bombay, mais aussi en charge d'aider les entreprises de la tech à se développer en Inde. Alors, je suis désolée, j'ai un problème avec mon partage.
Voilà, pardon. Alors, Business France, nous avons effectivement donc plusieurs missions. La principale, c'est l'export, c'est d'aider finalement les entreprises françaises de tout secteur à se développer à l'étranger et donc notamment en Inde. Donc, surtout les startups, les ETI et PME de croissance. Nous avons une deuxième activité qui est celle donc d'attirer les investisseurs étrangers en France, de les aider à s'installer durablement en France et créer de l'emploi. Donc, nous avons aussi des contacts auprès de grands groupes indiens notamment. Et puis, donc, on est en charge aussi de la promotion du VIE, puisqu'aujourd'hui, on a à peu près 30 entreprises qui utilisent le VIE en Inde. Et notre but, c'est aussi de booster cet outil RH qui permet aussi à de jeunes talents français d'avoir une première expérience en Inde. Et puis également, l'image de la France, de ces entreprises et de ces territoires qui est aussi très important pour nous. Globalement, Business Franc en Inde, pardon, c'est 30 personnes réparties sur 4 sites, donc avec Éric Fajol qui est à la tête de l'ensemble du pays et qui est basé à l'ambassade. Et ensuite, donc, nous avons 3 bureaux à Bombay, Bangalore et Chennai. Et la spécificité, je dirais, de notre agence, c'est d'être divisé finalement en secteurs d'activité. Ce qui fait que, par exemple, moi, je travaille avec 3 personnes qui sont indiennes et qui sont vraiment spécialisées sur des sous-filières et donc qui sont vraiment ancrées dans les écosystèmes locaux. Euh, Concernant l'Inde, alors sans revenir sur ce qu'a dit Maud, mais c'est vrai qu'on est sur un pays, donc comme vous le savez, qui est très grand de par sa densité géographique, mais aussi par sa population, avec une population qui est très jeune, puisque l'âge médian est de 27 ans. C'est le deuxième pays le plus peuplé au monde. Et puis surtout, comme l'a dit Maud aussi, c'est une puissance économique qui va tendre à avoir aussi à prendre une place plus importante, puisqu'en 2030, ce sera la troisième puissance économique mondiale. Et c'est vrai qu'entre la France et l'Inde, il y a vraiment une relation de confiance. On l'a vu ces dernières années. Malgré la pandémie, il y a eu beaucoup d'échanges, de projets. Enfin, on parle de rafales, mais il y a eu aussi beaucoup de visites ministérielles qui prouvent en fait le bien fondé et la bonne entente, en tout cas, entre nos deux pays. Et tout ça, c'est des choses qui facilitent bien évidemment les relations bilatérales. On a également aussi un pays avec, comme vous le connaissez certainement tous, avec des villes principales comme Delhi, la capitale, et plusieurs villes principales. Mais l'Inde, c'est aussi plus de 53 villes qui ont plus d'1 million d'habitants et qui peuvent représenter aussi des hubs en devenir. Et je reviendrai là-dessus plus tard. Concernant du coup l'Inde, donc c'est un pays qui est très digitalisé, c'est une population qui est très tech-savvy, qui aime en tout cas tester des nouvelles technologies de manière générale. C'est un pays où la data est la moins chère au monde. Et donc, ça permet, par exemple, d'avoir aussi 830 millions d'utilisateurs Internet dans ce pays. C'est le deuxième pays aussi d'abonnés mobiles au monde. Et puis, c'est un pays aussi d'entrepreneurs, puisque c'est le troisième écosystème start-up au monde. On parle d'un peu moins de 8000 start-up en Inde, de plus de 100 licornes présentes, et notamment 44 qui ont eu ce statut l'année dernière. Et également un pays qui est formé avec beaucoup d'ingénieurs. Donc, on parle de talent et c'est le sujet d'aujourd'hui, mais il y a plus de 1 500 000 ingénieurs qui sortent d'école chaque année. Il y a de très bonnes écoles en Inde et c'est ce qui rend aussi justement ce pays très attractif pour beaucoup d'entreprises. C'est aussi l'un des premiers pays en termes d'adoption de fintech au monde. Donc, on est sur un marché aujourd'hui à 50 milliards de dollars, mais qui est en constante croissance. C'est un pays qui est en avancée par rapport à beaucoup de pays sur tous les sujets liés aux paiements digitaux. Et puis également, c'est un pays avec un marché de consommation très important, puisqu'on est à la 3e place mondiale. Et surtout avec des très forts potentiels de croissance sur le secteur du e-commerce et aussi les solutions pour le e-commerce, vu qu'on a aujourd'hui plus de 160 millions d'acheteurs, de cyberacheteurs, et c'est un chiffre qui aura tendance à pratiquement doubler d'ici 2025.
Et puis, concernant les réseaux sociaux, on est aussi sur un pays où, voilà, enfin, c'est le premier pays d'utilisateurs de réseaux sociaux au monde. Il y en a 450 millions. Il faut savoir qu'il y a un utilisateur sur 6 en Inde qui utilise Facebook et 1 sur 5 qui utilise WhatsApp. Donc, c'est juste pour donner un peu un niveau justement, enfin, une idée sur l'utilisation finalement des réseaux sociaux et l'importance justement du digital au sein de la population en Inde. Concernant les hub tech, on parle de l'écosystème tech, mais effectivement, il évolue très rapidement. Enfin, comme cette étude de NASSCOM l'a montré, en fait, on est vraiment sur un développement ultra rapide, puisqu'il y a 71% des startups qui sont créées sur des pôles importants comme Delhi, Bangalore, Bombay, Hyderabad, Pune et Chennai. Et on en a quand même près de 30% qui sont créés sur des pôles émergents, donc en devenir, comme Ahmedabad, Jaipur, Calcutta, etc. Ce qui est très important à savoir, c'est qu'en 2019, par exemple, des villes comme Hyderabad, Pune ou Chennai étaient encore considérées comme des pôles émergents. Qu'entre-temps, il y a quand même eu le Covid et que maintenant, on voit que ces différentes villes, ces pôles sont considérés effectivement comme des hubs existants. Donc, ça montre un peu à quel point tout va vite en Inde en termes de développement et de croissance. Donc, voilà, les investisseurs investissent beaucoup dans les startups en Inde, majoritairement sur des startups qui proposent des besoins locaux pour une population indienne ou pour l'entrepreneur indien. Et effectivement, on assiste enfin, les talents sont partout. Ils sont bien évidemment à Bangalore, à Bombay, à Delhi, à Chennai, dans les gros pôles. Mais depuis aussi depuis la pandémie et la démocratisation du télétravail, effectivement, les talents sont maintenant disponibles dans les différentes villes, dans différents pôles. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a de plus en plus de startups qui émergent dans ces nouveaux pôles. Aussi lié, bien évidemment, comme je l'ai dit avant, à la présence d'écoles comme l'IIT, l'IIM, qui sont présents dans différentes villes du pays et qui permettent aussi d'avoir un réseau d'ingénieurs en fait très niche. Voilà. Concernant les secteurs en forte croissance en Inde, en tout cas, il y a beaucoup de startups qui évoluent dans les domaines suivants, donc tout ce qui va concerner les fintech, tout ce qui concerne les services bancaires, mais également l'éducation numérique, tout ce qui concerne l'éducation du niveau de 5 ans jusqu'à 17-18 ans, donc ce qu'on appelle le niveau K12. Et puis aussi tout ce qui peut permettre l'expérience d'apprentissage immersif, donc tout ce qui est AR, VR. Et puis ensuite, tout ce qui concerne bien évidemment le retail, solutions pour le e-commerce, l'entreprise tech, donc tout ce qui est data analytics, et puis aussi de plus en plus tout ce qui concerne la logistique et le supply chain management, avec bien évidemment les sujets de fulfillment, du dernier kilomètre, de la robotique, du stockage, etc. Concernant les acteurs clés de l'écosystème, alors il y en a beaucoup en Inde au niveau national, et il y a aussi des acteurs clés au niveau étatique, au niveau de chaque État indien. Au niveau national, on a NASSCOM qui est quand même l'un des acteurs principaux, puisque c'est l'association fédérale de l'IT en Inde. C'est un acteur qui est très puissant et qui même aussi vous permet d'avoir des données très concrètes sur l'innovation en Inde. Donc beaucoup de livres blancs et beaucoup d'informations sont prodiguées par NASSCOM. On a aussi des initiatives gouvernementales comme Startup India ou le Mighty Startup Hub qui permettent justement pour des startups créées en Inde et même qui souhaitent venir s'établir en Inde, d'avoir justement un accès à un écosystème, à des mentors, à des corporates et puis également justement à des réseaux de partenaires ou de clients potentiels, mais également aussi de fonds d'incitation aussi financière qui peuvent permettre aux entreprises de se développer en Inde. Donc, le MIT, c'est également le ministère de l'IT et de l'électronique indien. Et c'est vrai que c'est très important en Inde, en tout cas, toutes ces initiatives, puisque c'est vraiment vecteur d'emploi et les startups sont vraiment, enfin, les entrepreneurs et les startups sont vraiment très, très valorisés.
La French Tech Bangalore, donc à un autre niveau, puisque là, c'est la French Tech, du coup, il y a quand même plus de 300 membres. L'idée, c'est, je crois que Swad en parlera après, c'est vraiment de pouvoir créer finalement un pont, des échanges, du network entre des entrepreneurs français en Inde, mais aussi des entreprises qui sont intéressées ou qui veulent s'installer en Inde. L'idée, c'est vraiment de pouvoir porter haut et fort les couleurs de la French Tech et les savoir-faire des startups françaises en Inde. Donc, c'est un réseau qui marche bien et qui permet aussi des collaborations, bien évidemment, entre startups indiennes et françaises. Et puis, évidemment, il y a aussi un salon qui est l'incontournable en Inde, qui est le Bangalore Tech Summit, et donc qui a lieu tous les ans. Donc là, la prochaine session aura lieu du 16 au 18 novembre prochain à Bangalore, et qui permet aussi aux entreprises, aux startups de la tech indienne et internationale de pouvoir avoir une bonne visibilité. Donc, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'il y a beaucoup de multinationales qui ont créé des centres de R&D en Inde, donc beaucoup plus que, enfin voilà, on est sur une recherche effectivement d'innovation de plus en plus niche, et l'Inde est devenue le pays incontournable pour ça, que ce soit bien évidemment pour des entreprises indiennes, mais aussi auprès de multinationales étrangères, qu'elles soient américaines, européennes, mais également venant d'APAC. Donc, c'est vraiment c'est un pays effectivement où on a des talents et où effectivement beaucoup d'innovations émergent pour le marché indien, mais aussi pour bien évidemment l'international. Donc, concernant les talents, effectivement, donc l'Inde, c'est là où on a le plus grand pool de talents tech au monde. Donc, c'est aussi cette étude de NASSCOM qui a montré que voilà, enfin, il y a environ 4,7 millions d'employés dans le secteur de la tech en Inde. Il y en a donc 3,8 millions qui sont considérés comme des talents tech. Donc, c'est ce que l'on voit ici sur cette partie du, du croquis, du diagramme. En fait, voilà, la demande de talent, elle est vraiment spécialisée sur justement tout ce qu'on appelle les digital talent, sur tout ce qui concerne donc l'intelligence artificielle, le big data, le cloud, sécurité informatique, blockchain. Donc voilà, donc c'est vraiment des secteurs qui sont spécialisés, où on recherche beaucoup d'ingénieurs. À travers le monde, il y a vraiment une pénurie, en tout cas, de talent tech, d'ingénieurs. C'est un phénomène global. Néanmoins, en Inde, on trouve que voilà, c'est quelque chose qui se sent beaucoup moins. Et c'est là effectivement où il y a beaucoup justement de talents disponibles pour les entreprises. Et c'est aussi un pari qui a été fait par le gouvernement, justement, qui a développé plusieurs programmes pour favoriser la formation et le développement de compétences. Donc, c'est un pool de talents qui croît en général 5 fois plus vite que dans d'autres pays, et que aussi des ingénieurs qui sont plus traditionnels, je dirais. Donc voilà, donc malgré effectivement une offre, enfin un écosystème très riche en Inde en termes de talents, en termes d'écosystèmes nationaux et puis régionaux, et aussi de start-up très spécialisées, il y a quand même une pertinence, bien évidemment, pour les entreprises françaises de venir en Inde. Business France, mais aussi d'autres acteurs. Nous accompagnons beaucoup d'entreprises de la tech en Inde. Donc, Business France, en général, en une année, on en accompagne à peu près 200 au global. Sur l'aspect tech et innovation, beaucoup de solutions pour le e-commerce, beaucoup de sociétés et de startups dans la cybersec ou la fintech. Et depuis quelques années aussi, au vu justement de la croissance du marché, beaucoup de headtech et d'industries spécialisées dans les ICC. Voilà. Concernant la présence française en Inde, donc Maud l'a mentionné en introduction, il y a à peu près 350 000 personnes qui sont employées par des filiales françaises en Inde, 200 000 vraiment dans le secteur IT et dans le secteur tech. Le plus gros employeur français en Inde, c'est Capgemini, avec 100 000 personnes. Et on a aussi d'autres entreprises françaises qui sont en très forte croissance, donc comme Soprasteria, Technicolor ou encore Ubisoft. On a aussi des banques qui sont présentes et qui sont très bien implantées. Donc voilà, enfin, on a vraiment tout type de taille de société, donc des multinationales, mais on a aussi voilà, des entrepreneurs à la tête d'entreprises indiennes qui fonctionnent très bien, et puis également des startups françaises, des scale-up
et des licornes, donc comme Miro, Sending Blue ou Criteo. Et puis d'autres entreprises comme Lyra Network ou TNP Consultant, qui sont des PME innovantes françaises qui ont réussi au fil des années justement à s'implanter durablement et qui maintenant sont des entreprises qui ont entre 80 et 100 personnes en Inde et qui continuent de croître. Donc effectivement, il y a une présence qui est très importante. Voilà, et pour terminer donc sur cette présentation, voilà, donc nous, Business France, on aide aussi les entreprises à se développer en Inde. À l'occasion du Bengaluru Tech Summit qui aura lieu du 16 au 18 novembre prochain, on organisera la 6e édition du French Tech Tour, qui est un accélérateur où l'on propose justement aux startups et aux PME innovantes françaises de pouvoir bénéficier de bootcamp, donc de marché, de présentation du marché indien, d'événements de networking, mais aussi et surtout de rendez-vous B2B avec des acteurs indiens, des intégrateurs, des grands comptes. Voilà, donc on travaille avec chaque entreprise pour qu'elle bénéficie, en tout cas pour leur faciliter leur entrée sur le marché en Inde. Donc si vous voulez en tout cas plus d'informations sur un secteur de manière plus spécifique, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc c'est terminé de mon côté. Je laisse la parole du coup à Maud. Merci beaucoup Anne. Vous voyez, je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est un tableau assez impressionnant de ce que l'Inde moderne peut être. Il s'agit là juste d'un secteur, hein. Il y en a tellement qu'on pourrait évoquer, mais aujourd'hui on parle d'innovation et de talent. On a décidé de parler des talents tech en particulier, pas seulement, vous allez voir. On aura également le secteur de la banque qui va vous être présenté. Donc, si on va aller vers ce panel qu'on avait décidé de faire. Donc, si l'innovation est possible, c'est aussi parce que la main-d'œuvre qualifiée est abondamment disponible. Alors, comment est-ce qu'on peut y accéder? Outsourcing, offshoring, capability center, business center, s'installer plus traditionnellement. Quels sont les modèles qui sont possibles? Quels sont ceux qui fonctionnent? On va essayer de vous proposer différentes solutions à travers les expériences et les conseils de nos 3 panélistes. Donc, je les ai présentés en démarrage, mais je vais leur demander de se présenter un petit peu plus au travers de mes questions. Je vais commencer par Emilien, si vous voulez bien. Donc, Emilien, vous êtes le fondateur d'une société The Scalers. Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre en Inde? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience de recrutement de talent au travers de l'aventure qui a dû être la création de cette entreprise? Eh ben, tout à fait. Merci Maud. Et bonjour à tout le monde. Alors, bonne question. Donc moi, ça fait depuis 10 ans, plus de 10 ans que j'habite en Inde, à Bangalore. Et en fait, donc je suis arrivé, j'étais lead développeur. Je bossais pour une boîte française. Donc au début, j'étais 1 mois sur 2 en Inde et 1 mois sur 2 en France, à Lyon. Et en fait, donc la boîte pour laquelle je travaillais, on avait vraiment donc à Chennai, dans le sud de l'Inde, une super équipe tech, vraiment des super devs. Et ce qui est drôle, c'est que dès que je rentrais en France et je parlais donc à mes potes qui étaient CTO, qui étaient dev, lead dev, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de clichés, comme vous le savez sans doute, sur l'Inde et les développeurs indiens. Alors, tout ce qu'on peut entendre, hein, genre, oui, les développeurs indiens, déjà, j'aime pas qu'on dise ça, mais bref, ils disent oui à tout, le code, c'est du spaghetti, la culture, on comprend pas, etc. Et en fait, c'est drôle ou plutôt triste, mais c'était très, très éloigné, en fait, de mon expérience, de ma propre expérience, où je bossais pour une boîte où on travaillait avec vraiment des très, très belles marques et on faisait de la qualité. Et en fait, donc à ce moment-là, c'était 2012-13, je me suis beaucoup investi dans les communautés tech locales. Du coup, on organisé des hackathons, des développeurs garage, on a fait pas mal de meet-up. Et c'était vraiment le déclic pour moi, finalement, qui m'a fait rester en Inde. Et en 2015, donc j'ai monté ma boîte qui s'appelle The Scalers. Donc, en quelques mots, The Scalers, on travaille donc pour des entreprises un peu partout dans le monde et on les aide en fait à monter leur centre de développement en Inde entièrement intégré. Donc, un centre de développement, ça va être entre 5 et 200. On a monté des équipes de 200 ingénieurs. Donc, en fait, on fait toute la partie vraiment, que ce soit recrutement, que ce soit gestion du bureau, administration, RH. RH, donc, il y a un très, très gros morceau en Inde. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse parce que donc déjà, l'industrie IT est évidemment très dynamique, donc on a toujours des problématiques de rétention. Et puis surtout, la vie en Inde, comme Maud, tu le sais, est assez imprévisible. Il n'y a pas vraiment de support de l'État, il n'y a pas d'assurance maladie, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de chômage. Donc en fait,
RH en Inde, c'est quand même vont beaucoup plus loin que les RH en France et le support de l'entreprise est beaucoup plus important. Donc voilà, donc ça c'est ce que je fais. Donc aujourd'hui, on est plus de 650 personnes avec des bureaux marketing et commerciaux en Europe. Et puis voilà, donc Anne disait effectivement que voilà, qu'il y a différentes poches tech un peu partout en Inde. C'est vrai. Néanmoins, donc moi je suis basé à Bangalore, qui reste le plus grand centre tech en Inde. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Bangalore, historiquement, ça a été la première ville avec des industries, comment dire, enfin, avec vraiment des startups et puis des boîtes, ce qu'on appelle des product companies, à l'opposé des ESN, en fait. Donc, par exemple, il y a plein d'endroits type Pune, Gurgaon, on retrouve beaucoup de ESN. Tandis qu'à Bangalore, on retrouve principalement, enfin en particulier, des belles startups indiennes. On retrouve des belles boîtes type vraiment dans un rayon de 15 km autour de moi. On retrouve vraiment, enfin, genre que ce soit Amazon, Microsoft, etc. Et du coup, ça fait vraiment un pool de talents très intéressant qui bossent qui bossent avec des boîtes qui en fait prennent la tech très au sérieux et qui sont formés en fait entre guillemets aux normes de travail internationales. Et comme je disais, ouais, par exemple, je sais que nous, par exemple, à Amazon, justement, je parlais d'Amazon, ils développent à Bangalore A9, qui est leur algo de recommandation, donc très très pointu. Il y a Mercedes-Benz qui a annoncé qu'ils montaient un nouveau centre de R&D où en fait ils vont développer tout ce qui est dashboard pour leur voiture. Il y a Apple qui a annoncé récemment qu'ils recrutaient plus de 4000 personnes. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'il y a une concentration en fait de talents qui viennent de toute l'Inde, puisque donc Bangalore, on dit que c'est la Silicon Valley de l'Inde, et c'est vrai qu'il fait beau toute l'année, il y a une température, il y a une météo agréable, la localisation est pas trop mal, etc. Donc vraiment, ça attire. Et nous, je sais que quand on recrute des talents, on en fait venir un peu de partout. Et il y a une petite blague d'ailleurs, alors je pense qu'elle est un peu plus drôle en anglais, mais qui dit que si vous jetez une pierre n'importe où à Bangalore, elle va taper soit sur un chien errant, soit sur un développeur informatique. Donc voilà, c'est dire, c'est plus drôle en anglais. Mais voilà, donc sinon, Maud, pour ta question sur les expériences de recrutement de talents, donc il y a vraiment deux faces en fait de l'industrie tech, quoi. Il y a une partie en Inde qui est justement avec des talents excellents, des talents très très bons, et il y a une partie évidemment cheap, low cost, qui a également contribué malheureusement à créer cette mauvaise réputation, puisque quand l'industrie tech vraiment a commencé en Inde, on va dire il y a une trentaine d'années, on cherchait pas du talent, on cherchait du coût, on cherchait des développeurs pas chers, et ça a fait une sorte Low d'Eldorado. cost. Et ça a Oui. fait, voilà, c'est ça, du low cost. Mais le problème, c'est que du coup, le low cost a créé une mauvaise réputation dont l'Inde essaye de sortir. Et comme tu disais, comme Anne disait également au début, on est en train de voir vraiment une migration, en fait, un transfert justement de cette industrie à bas coût qui est en train de s'éteindre, puisque faire du software à bas coût, ça, à mon sens, ça n'en fait aucun. Et on va vraiment vers de la qualité, de l'excellence et puis de l'innovation qu'on peut considérer comme une étape encore plus avancée en fait du développement de l'industrie. Donc sur la partie après, voilà, qu'est-ce que c'était notre expérience sur place? L'avantage, je pense, que j'ai eu pour monter ma boîte, c'est que j'étais sur place. Et je pense quand même que ça a fait vraiment la différence. Alors peut-être un peu moins maintenant parce qu'il y a des startups qui se développent pour faciliter la création d'entreprises, etc. Mais je sais quand même qu'en Inde, le travail est beaucoup basé sur des relations, je vais dire. Et je sais qu'on se rencontre, déjà, bon, on est au bureau tous les jours, mais on se rencontre énormément avec nos partenaires, nos fournisseurs. Les négociations, c'est du face-to-face ou alors on n'a pas le meilleur deal. Et puis, il y a quand même une culture où je sais que la connaissance, l'information se transmet beaucoup de manière orale, plus que de manière écrite. Donc, c'est assez dur de faire bâtir des wikis. Par contre, justement, c'est très simple d'avoir des gens dans une pièce et puis de discuter et de comprendre, etc. Et enfin, donc, je pense que le monde du travail est quand même très différent par rapport à la France, que ce soit, par exemple, en termes de négociation de salaire, en termes de tellement de choses. Donc, je pense que évidemment, tout le monde ne peut pas s'installer en Inde comme moi, mais la clé, c'est, à mon sens, de bien s'entourer. Voilà. C'est ça, donc d'avoir peut-être de faire appel à des sociétés comme la tienne, par exemple, pour éventuellement pour Voilà, bon, voilà, par exemple. Mais en tout cas, de bien très bien. s'entourer, c'est la clé. Et toi, en l'occurrence, les sociétés que Ouais. tu as aidées, c'était tout type de secteur? Ou c'était vraiment des leaders de la tech? C'était, ou c'est d'ailleurs? Non, on bosse vraiment pour des boîtes. Alors nous, on bosse avec des boîtes vraiment de tout type de secteur. Alors beaucoup dans la finance en fait, évidemment, parce que la finance c'est un secteur où typiquement on a besoin de beaucoup de développeurs. Si on regarde juste la partie compliance, déjà on a besoin de dizaines et de dizaines de personnes. Donc non, vraiment tous les domaines. Ce qui est intéressant, c'est que surtout, on a bossé avec des boîtes de toute taille, c'est-à-dire on a monté par exemple des centres de R&D de plus de 200 personnes avec bureaux, etc., etc. Et on a également monté des petites équipes de 4-5 ingénieurs qui sont vraiment des superstars, etc. Donc, il y a vraiment, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que, par exemple, des fois, les boîtes viennent vers
nous, elles nous disent, ah oui, est-ce qu'on peut trouver telle technologie? Et des fois, les technologies complètement obscures, comme je sais pas, genre JD Edwards, ou alors des parties de SAP, ou alors, etc. Et la réponse, c'est oui. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand les boîtes viennent en Inde, au début, donc elles viennent pour différentes raisons. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, les boîtes qu'on accompagne, elles viennent parce que elles trouvent plus le talent, en fait, tout simplement. Recruter. Donc, on peut, par exemple, on peut monter son équipe justement au UK, etc., jusqu'à un certain niveau, mais au bout d'un moment, on a besoin de scaler rapidement. Et en fait, on trouve juste plus le talent. Moi, j'aimerais bien en fait qu'en substance, mon business n'existe pas et qu'on puisse avoir vraiment des ingénieurs un peu de partout, distribués de manière bien plus équitable, mais c'est pas le cas. Et donc voilà, donc comme je disais, les gens viennent pour le talent. Et ce dont ils se rendent compte, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'après, quand on commence à monter une équipe, typiquement, donc par exemple, on a une équipe en France, une équipe en Inde, ça permet également de trouver en fait des technologies, d'accéder à des technologies qui n'existent quasiment pas sur le marché français, ou alors également de trouver des profils très durs comme des data scientists, où ici en fait on en a des milliers, littéralement des dizaines de milliers sur le marché. Donc voilà, moi ma stratégie c'est pas du tout effectivement la délocalisation, etc., qui à mon sens voilà, a été très galvaudée, etc. Mais c'est vraiment de pouvoir placer, en fait, de monter des équipes un peu distribuées et justement d'avoir potentiellement une équipe en France, une équipe en Inde et dans d'autres pays en fonction de ses besoins commerciaux, de production, etc. Fantastique, merci beaucoup. Merci, On va Maud. passer, on parlait de finances justement, donc on va y passer. On va aller voir du côté des profils non purement tech. Est-ce que on peut trouver des talents, notamment dans la finance? Donc je me tourne vers Niruban. Dans votre cas, vous recrutez des profils différents. Pourriez-vous nous indiquer les activités de la BNP Paribas en Inde et votre expérience avec le vivier de talents disponible? Bonjour Maud, bonjour à tous. Bonjour. C'est Niruban, je suis DRH chez BNP Paribas GSO. BNP Paribas en Inde, c'est 12 000 collaborateurs. 12 000 collaborateurs qui sont répartis principalement entre 3 villes, qui sont Mumbai, Bangalore et Chennai. On est sur 4 activités principales. On est sur les activités de marché qu'on va appeler Global Market. On va être sur les activités d'opération bancaire, sur les activités IT, et sur les activités de retail brokerage. Donc voilà les 4 activités principales sur lesquelles BNP Paribas est présent. BNP Paribas est présent depuis les années 1800 en Inde, à Calcutta. Et puis depuis, il y a eu une très grosse évolution pour qu'on puisse arriver jusqu'à 2000 collaborateurs. Donc voilà où on en est d'un point de vue BNP Paribas. Et puis après, si je peux partager mon expérience du recrutement en Inde, ce qu'on voit de la présentation d'Anne et de ce que vient d'écouter, c'est qu'en fait, le marché du travail en Inde est extrêmement fluide. On a 20% de la population qui est en âge en fait, de travailler. On a 65% de la population qui est entre 15 et 59 ans, qui est l'âge en fait, qui est l'âge de la population active en Inde. On a 42 000 collèges ou universités. Et on a 1 380 000 personnes en fait, qui peuvent travailler dans tout ce qui est opération bancaire. Et d'un point de vue diversité, donc c'est là que ça va être assez complexe, c'est qu'on va avoir 30% de la population qui est en âge de travailler qui vont être des femmes. Donc en fait, le pari de la diversité est un vrai enjeu en Inde et si vous souhaitez vous implémenter, il va y avoir pas mal de défis qui vont se concentrer par rapport à ça. Si je peux partager notre expérience à nous, le marché est tellement fluide, il y a un tel vivier de talent que si vous recevez par exemple 150 000 CV, vous allez au final recruter 2800 personnes. Voilà. Donc en fait, il faut vraiment avoir des process RH avec des assessment centers, avec des techniques d'entretien qui sont liées peut-être plus sur les compétences comportementales que sur les compétences techniques, parce que les compétences techniques, tout le monde va les avoir à ce stade. Et du coup, il va falloir travailler sur tout ce qui est industrialisation de votre process de recrutement. Sinon, vous allez avoir beaucoup de déperdition du temps passé sur le tri de CV. Les candidats postulent essentiellement sur l'un des sites majeurs qui s'appelle Naukri. Et en fait, toutes les boîtes en fait, passent principalement par ce site-là pour pouvoir recruter. Ce qui fonctionne très bien aussi, c'est tout ce qui est referrals. Donc, ça va être la politique par cooptation ou par référence. Donc, un collaborateur qui a déjà travaillé avec un autre collègue dans une autre structure qui va nous le recommander et on va travailler comme ça. Donc, ça va peut-être réduire aussi tout le temps passé au niveau du tri de CV.
Une autre méthode qui fonctionne bien, c'est tout ce qui est campus management. C'est-à-dire d'avoir une présence en fait au niveau des campus, avec voilà, travailler de façon très étroite avec les responsables de formation dans les différents collèges, dans les différentes universités. Donc ça va être une politique qui va vous permettre de travailler vraiment sur du volume assez rapidement. Là, on vient de commencer notre campagne de recrutement au niveau des universités qui commence en général en septembre et qui arrive jusqu'à fin novembre. Et on a déjà rencontré plus de 1000 candidats, alors qu'on n'a pas autant de postes à pourvoir, en fait. Et en fait, ça va être l'un des canaux en fait, principaux en fait, pour pouvoir attirer les talents. On remarque aussi qu'il y a eu énormément de changements au niveau du marché de l'emploi en Inde, parce que maintenant, ça fait bientôt 15 ans, 20 ans qu'en fait, le marché s'est beaucoup développé sur tout ce qui est opération bancaire. Il y a une très, très forte compétition. Il y a beaucoup, beaucoup de compétition américaine. Et donc, du coup, mon observation, c'est que le marché a énormément mûri. Beaucoup des candidats qu'on va recruter ont eu l'opportunité de travailler dans d'autres boîtes américaines, européennes, ont eu l'occasion également d'avoir une exposition à l'international. Et donc, du coup, quand ils reviennent, bah, du coup, ils ont vraiment un vrai portefeuille de compétences qui est intéressant pour tout le monde, quoi. Donc, du coup, ça, c'est l'une des évolutions majeures que je vois sur le marché du travail indien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On est en mesure aujourd'hui de recruter pas mal de candidats qui ont une double compétence sur tout ce qui est, par exemple, opération bancaire, mais également tout ce qui est gestion de projet, gestion du changement. Donc, ils vont avoir cette double casquette qui n'était pas forcément le cas il y a 10 ou 15 ans. Et donc, du coup, qui vont énormément nous aider dans tous nos nouveaux projets. Et en fait, ce marché-là se développe beaucoup, ce marché d'expertise. Donc, on n'est plus uniquement sur des profils, comme dirait le collègue de tout à l'heure, vraiment sur le low cost. On est vraiment sur un développement de capability center ou competency center, comme on les appelle. Et aujourd'hui, pour moi, le marché indien, il évolue de plus en plus là-dessus, quoi. Donc ça, c'est important. Et puis au niveau des profils juniors que vous allez recruter, vous verrez que en Inde, les gens sont très friands de diplômes, de certifications. Et donc, du coup, vous allez bien sûr recruter des gens qui ont un niveau licence, mais la majorité des candidats qui vont postuler chez vous ont déjà un master, un MBA, ils ont déjà fait d'autres certifications avant de venir. Donc, les diplômes, c'est un peu comme le système français pour le coup. C'est très méritocratique. Les gens aiment faire différentes certifications et même au cours de leur vie professionnelle chez vous, ils vont avoir ces attentes-là, ces attentes d'avoir des formations payées par l'employeur pour pouvoir continuer à se développer. Et ça, peut-être que c'est un levier de fidélisation aussi, quoi. Et le dernier point que j'ai, c'est que au niveau des temps de recrutement, si vous recrutez des profils juniors, vous allez mettre 30 à 45 jours. Sur des profils plus seniors, vous mettrez 4 mois. Vous allez mettre 4 mois pour pouvoir terminer tout le processus de recrutement. Voilà. Aussi parce qu'il y a aussi parce que souvent ces personnes-là sont déjà en poste et qu'il y a quand même finalement il y a 3 mois des règles, voilà, les 3 mois de période de notice, comme on dit. Comment on dit en français? Exactement. Je ne sais plus. Période de... Oh, je ne sais plus. Période de notice, voilà. Donc oui, comme en France, on a également en Inde ces règles-là. Merci beaucoup. Merci. Je vais revenir vers vous parce qu'il y a pas mal de points que je voudrais aller les voir. Mais avant ça, on a vu deux exemples. Alors, l'offshoring, la possibilité d'avoir son capability center, en fait, de s'installer concrètement comme la BNP Paribas depuis 1800, hein, si j'ai bien compris. Mais il y a d'autres manières d'accéder à l'innovation. Et donc, je vais me tourner cette fois vers Swat, qui est la présidence de la French Tech en Inde et la CEO de Link Innovation, l'ex-Numa. Donc, Swat, tu es là, je crois. Hein, j'ai cru te voir. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous.
Alors, ces deux fonctions, alors je vais vous voyez, hein, aujourd'hui je vous vois, vous pouvez nous parler des expériences des jeunes pousses de la tech, comme des expériences d'innovation extérieure réalisées par de plus grosses sociétés françaises. Pouvez-vous nous décrire l'écosystème de la French Tech en Inde et quelles sont les manières alternatives dont une société française peut accéder à ce vivier de talent ou d'innovation? D'accord, merci pour la question. Merci, Karine Dessay. Donc voilà, je m'appelle Swatensi. En fait, je suis coprésidente, j'ai l'honneur d'être la coprésidente de la French Tech en Inde et notamment à Bangalore. Et je suis aussi la directrice générale d'un cabinet d'innovation qui s'appelle Link. Alors, je vais vous parler de mes expériences à travers la French Tech et à travers notre cabinet d'innovation. En fait, ce qui est important à voir aujourd'hui, et je pense que c'est pour ça qu'on a cette réunion, cette session, c'est qu'il y a un déficit d'image de l'écosystème d'innovation indien, mais en fait du marché tech indien auprès des Français. Mais de la même manière, il y a un déficit aussi d'image de la France auprès de l'Inde. Et donc, notre rôle, parce que Emilien s'est pas présenté en tant que coprésident aussi également de la French Tech, mais notre rôle, en fait, c'est vraiment de donner, comme l'a dit Anne un peu avant, c'est de donner une autre image, en fait, de donner un reality check, une autre image qui est bien plus réelle de l'écosystème tech français en Inde et de l'écosystème tech indien en France. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, on est en train de perdre cette course à l'innovation et cette course au talent en Inde. L'Inde, c'est, comme on l'a entendu, le 3e plus gros écosystème de start-up au monde. C'est un pool de talent. C'est vraiment, pour moi, c'est le futur en fait des talents tech au monde et vraiment se trouve aujourd'hui en Inde. Pour énormément de raisons, on peut les voir, mais aujourd'hui, les talents indiens sont le combustible, par exemple, le talent indien est le combustible, par exemple, des écosystèmes étrangers. Donc, la Silicon Valley aux États-Unis utilise une grande majorité d'ingénieurs indiens formés en Inde. Et ça, aujourd'hui en France, la French Tech française a un des plus gros, j'ai envie de dire, points de focalisation et points de travail en ce moment en France pour la French Tech, c'est les talents. En fait, on a un problème de talent tech. On a de très très bons ingénieurs, on a de très bons talents tech en France, mais on manque de talent en fait. On manque de talent on manque de combustible en fait pour gagner cette course à l'innovation en France. Donc tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de ces solutions qui peuvent être apportées par l'Inde. Alors après, pour revenir à ta question, en Inde, la spécificité de l'écosystème indien, c'est que encore une fois, c'est que les fondateurs de start-up indiennes sont souvent ont cette double compétence business tech. Donc, et c'est quelque chose qu'on retrouve assez rarement en fait dans d'autres écosystèmes. En fait, le CEO des startups indiennes, c'est en fait aussi un CTO. Et ça change la donne. Je pense qu'Emilien l'a un peu expliqué. C'est qu'en fait, ce sont des startups qui peuvent très vite aller, très vite être intéressantes d'un point de vue deep tech. Ce que j'ai vu en fait, donc moi je suis arrivée en Inde en 2012. Et depuis 2012, je travaille avec l'écosystème d'innovation et l'écosystème indien. Ce que j'ai vu, c'est des grands groupes, des grandes multinationales, alors pas que françaises, mais beaucoup françaises, qui ont aujourd'hui en fait des back-office, des back-office qui font de l'IT. Alors on parle de milliers d'ingénieurs indiens quand même qui travaillent dans ces bureaux de multinationales françaises. Et il y a eu vraiment un shift dans le paradigme où en fait on s'est rendu compte, ces grandes multinationales se sont rendues compte que leur bureau de back-office en Inde était en train de devenir en fait des bureaux, des hubs d'innovation. Donc, alors, on l'a vu avec BNP Paribas. Moi, je l'ai vu en 2012-2013 avec Société Générale. En fait, l'idée, c'était soudainement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'innovation qui vient d'Inde et c'est une innovation qui colle à une manière d'innover qui colle à nos besoins, aux besoins de répondre à des marchés changeants
extrêmement compliqué, très ambigu, des changements très rapides, une adoption des nouvelles technologies. On l'a vu avec l'industrie 4.0, une transformation de la manière de travailler, une disruption des startups. Et en fait, alignement de planète, c'est la manière dont les Indiens innovent. En fait, c'est une innovation frugale qui demande de peu de ressources, qui est très market first. Et donc, cette innovation, cette manière d'innover de manière très frugale et très proche de la manière naturelle, j'ai envie de dire culturelle, pour les Indiens d'innover. Et donc ça ajoute aussi une force terrible à ces grands bureaux d'ingénierie que les Français ont en Inde aujourd'hui. Donc moi, à travers mon agence de conseil en innovation, je travaille avec, j'ai une liste, j'ai envie de vous la dire parce que c'est intéressant de comprendre en fait que tous ces grands groupes français, le CAC 40 français, innovent en Inde. Donc il y a Airbus, L'Oréal, Decathlon, Saint-Gobain, Forestia, Total Energy, La SocGen, BNP Paribas bien sûr, Suez, HEC, mais aussi Rolls-Royce, Honeywell. Toutes ces entreprises essaient de trouver des moyens d'aller taper d'aller trouver des solutions frugales, innovantes, intéressantes dans l'écosystème de start-up en Inde. Donc le premier, par exemple, Airbus a ouvert, alors ça c'était quand même c'était en 2015, son hub d'innovation qu'on appelait à l'époque Airbus BizLab, qui est devenu aujourd'hui Airbus Scale. Et aujourd'hui, l'Inde compte comme un des grands points un des points chauds pour l'innovation frugale, l'innovation avec les startups pour Airbus. Pour revenir à cette particularité de l'innovation à l'indienne, je crois que Niruban, tu disais qu'il y avait cette double compétence de project management et de vernis technologique ou de compréhension de la tech. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que les Indiens sont très à l'aise avec l'ambiguïté. Donc, cette gestion de l'ambiguïté, c'est quelque chose qui vient assez naturellement. Et alors, moi, ce que j'ai vu avec les gens avec lesquels je travaille, on se rend compte que cette ambiguïté, cette gestion de l'ambiguïté, cette gestion du changement, c'est quelque chose de très intéressant pour les grands groupes aujourd'hui parce que tout le monde est en train d'être confronté à des économies changeantes, des économies avec des variables technologiques très importantes. Et donc, cette transition, les Indiens, les talents indiens peuvent nous aider à faire cette transition, à faire ce management du changement. Voilà. Je t'en prie, Maud, reprends la main. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'on est allé... j'ai été un petit peu ambitieuse sur le nombre de questions qu'on pourrait poser. Vous avez tous apporté tellement de contenu. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. En attendant, je vais peut-être en poser une autre directement à Jean-Charles Tuard a une question. Je vous en prie. Vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour. Moi, c'est plus un témoignage qu'une question. Moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a eu l'occasion de se rencontrer à pas mal de reprises. Moi, j'ai vécu 11 ans en Inde pour le compte du groupe Legrand. Je voudrais juste témoigner par le fait que les success stories en Inde, c'est possible. Je suis arrivé au début de l'aventure de Legrand en Inde et on a racheté une toute petite entreprise qui faisait à peine quelques millions de chiffre d'affaires et je suis parti et revenu et j'étais là dans une phase plus récente et la boîte faisait plus de 300 millions de chiffre d'affaires et avec 6 000 personnes, avec des positions de leadership, etc. Donc, s'implanter et se développer en Inde, c'est vraiment la preuve que c'est possible. Après, il faut faire les bonnes alliances, trouver les bons partenaires, etc. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible de réussir. Mais la condition sine qua non, c'est de s'appuyer sur les Indiens. Et c'est vrai que on était 6 000 personnes, on était 2 Français. Et le reste des équipes, c'était des équipes indiennes. Et c'était vraiment des gens qui ont développé la boîte à nos côtés, ou plutôt c'est nous qui l'avons développée à leur côté. On a découvert des talents. Alors c'est pas dans la tech, mais c'est dans une industrie plus traditionnelle. Mais on a découvert. On avait beaucoup de
beaucoup de talents, et à tel point que le groupe se sert de ces talents maintenant dans d'autres pays que l'Inde, et a exporté les talents indiens à l'étranger. Enfin voilà, donc juste en 2 mots, et pour ne pas monopoliser la parole, l'idée c'est de dire vraiment réussir en Inde c'est possible, et trouver des talents, de la matière, des gens motivés, investis, qui font du frugal engineering comme l'évoquait Swad, c'est tout à fait possible, et au bout d'un certain temps, ça sert de base d'outil de relais pour les autres filiales du groupe. Voilà. Tout à fait. Ouais, je suis bien placée pour savoir que vos équipes RH en particulier étaient très innovantes. On avait entamé un programme où un étudiant indien était venu étudier à Rennes, a fait son stage au siège de Legrand en marketing, est revenu en tant que territory manager chez Legrand Inde. Une belle histoire qui se développe avec plus de 10 étudiants par an qui bénéficient d'une bourse de Legrand Inde pour venir étudier en France. Donc, bravo et merci. Merci beaucoup. Alors, on a d'autres questions. Je vois que... attendez, je ne vois pas tout. Oui. Alors, j'ai quelqu'un qui s'appelle Haroul. C'est votre prénom, peut-être? Je suis désolée si j'ai écorché votre nom. Je vous en prie. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, très bien. Bien. Bonjour à tous. Très heureux d'être parmi vous. Permettez-moi de ne pas montrer mon visage parce que je ne suis pas beau à voir en ce moment avec une barbe de 5 jours, quoi. Non, je dis pas ça pour Neuroban, hein, Neuroban, hein. Non, mais vous pouvez me voir si vous voulez. Attendez, hop. Vous me voyez? C'est en train de venir. Alors, on vous pardonne en particulier si vous êtes en train de coder, de nous faire la tech et que ça fait 5 jours que vous êtes dessus. On vous pardonne. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Très bien, on vous écoute. On vous entend plus par contre. Ah, on vous a perdu. Hubert, ton micro est désactivé, si tu peux le réactiver. Oui. Merci, Parfait. Jean-Charles. Moi, j'ai passé presque 10 ans en Inde. Moi-même, je suis originaire de l'Inde du Sud. Je parle la langue tamoule. J'ai travaillé pendant 5 ans dans le pharma dentaire à Mumbai, exactement à Bombay. Et donc, pour ceux qui nous écoutent en ce moment, j'ai une expérience assez consistante dans le milieu des affaires en Inde. Et moi-même, je suis... bon, permettez-moi de décliner un petit peu mon pédigré, mais je suis d'origine, enfin natif de Vietnam, d'origine indienne, et j'ai vécu au moins 5 ans en Inde, dans le sud de l'Inde, quand j'étais ado, jeune, et après je suis retourné en 2012. Je pense que c'est Véronique, c'est ça? Souya, c'est vous? Depuis 2012, et j'ai travaillé pour une société française, un groupe dans le pharma dentaire qui est leader dans un certain produit. Bon, donc ce que je vais dire par là, c'est que par rapport à ce que je vous ai entendu, bon, c'est parfait, c'est très dynamique. Sachez une chose, et là je vais être très bref, et je veux pas. Et si vous êtes intéressé à prendre contact avec moi, n'hésitez pas. Mais je veux pas m'accaparer de votre temps. Mais par contre, le message que j'envoie, c'est que dites-vous une chose, c'est que l'Inde, c'est la première démocratie au monde. Je ne sais pas si on l'avait cité ça. Et la première démocratie au monde est aussi également un pays, c'est un sous-continent. C'est exactement comme, il faut le comparer tout le temps. Gardez à l'esprit que l'Inde, c'est comme l'Union européenne. J'entends bien, vous m'entendez? L'Union européenne. Hein? L'Inde, aujourd'hui, il y a 29 États. L'Union européenne, nous en sommes à combien? 28, 27, après le Brexit. Bon, bref, cherchez pas. Et donc, c'est une sous-continent, comme l'Union européenne. On est plusieurs nations, plusieurs langues, plusieurs cultures, etc., du nord au sud, de l'est à l'ouest, etc., exactement en Inde. Donc, les cultures, le culinaire, tout ça se différencie. Bon, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, l'Inde, c'est un pays assez
Quelqu'un avait dit ça tout à l'heure, très recherche au diplôme. Et c'est vrai. Depuis Gandhi, vous savez, vous connaissez un petit peu l'histoire de Gandhi, hein? Une famille assez noble, Oui, parti pour oui, avoir on des connaît bien. diplômes, être le meilleur, tout ça. Donc, depuis cette génération-là, depuis bien avant Gandhi. Bon. Donc, c'est un pays qui est complètement dynamique. Les jeunes ils veulent réussir, etc. Donc, on ne dit pas Far West, on dit Far East. India is the Far East. Don't forget that. And second thing, third thing, l'Inde, c'est un pays. Premièrement, il y a un chiffre que je vais vous dire, et là, je le termine là. Microsoft, 20% de la population, 20% des employés de Microsoft sont indiens. Et Microsoft est dirigé par un Indien natif d'Indien. Donc, ça vous donne un peu cette idée comment ils sont en high-tech, hein? Ils sont performants. Aujourd'hui, si vous voulez, 50% de high-tech dans le monde est géré et animé, je dirais géré et animé par des Indiens assez bien pointus. Voilà. Je m'arrête là. Si vous êtes intéressé pour me contacter, ben, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je suis installé en Bretagne et j'ai une société de conseil et je suis en contact permanent avec les Indiens suite à mon expérience de 5 ans dans le pharma dentaire. Et s'il y a une société qui nous écoute aujourd'hui dans le pharma dentaire ou scientifique, enfin, ou pharma tout court, je suis prêt à vous aider à développer en Inde. Et donc, les clichés, tout ça, il ne faut pas les répéter tout le temps. Ça fait des années, depuis 40 ans, 50 ans, on entend tout ça. Il faut arrêter. Il faut merci d'avoir l'avancement, oui, de répéter. Et c'est eux qui sont aujourd'hui bien en avant. Et excusez-moi, et je sais que bon, il y a d'autres pays autour, mais l'Inde est quand même une première démocratie, un pays anglophone, un pays assez diplômé, à la façon occidentale, et prêt à développer avec tous, quoi. Voilà, je m'arrête là. À bientôt. Merci beaucoup. Je pense que ça traduit un petit peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Je vais vous demander, il nous reste 2-3 minutes. On a commencé un petit peu en retard, donc je les prends, ces 3 minutes. Je vais vous demander à chacun peut-être de donner un dernier conseil à notre audience. Tu veux commencer, Emilien? Eh ben, ouais, si tu veux, merci. Donc, alors, que dire? En tout cas, alors, vraiment intéressant également d'entendre d'autres points de vue. Donc, moi, ce que je dis, c'est que donc nous, en fait, via les entreprises avec lesquelles on bosse, il y a beaucoup de gens qui viennent et du coup qui créent leurs entités en Inde et tout, et leurs équipes. Donc, en fait, l'Inde, ça a l'air d'être un marché complexe, ça a l'air d'être très loin, très différent. Mais en fait, voilà, comme déjà le disait à l'instant notre intervenant, donc c'est un pays qui est anglophone. Donc dans le business, enfin en tout cas dans le business, dans l'industrie IT, donc tout le monde globalement parle anglais. Donc il n'y a pas vraiment de barrière de la langue. Et ce qui est drôle en fait, c'est que la culture indienne, je trouve que pour nous Français, elle n'est pas si dure à déchiffrer que ça. Et je pense que vous serez d'accord avec moi en habitant également en Inde. On retrouve pas mal d'humour, on retrouve quelque chose qui est basé sur du relationnel, il y a pas mal de sarcasme aussi, et puis des grandes gueules, etc. Et c'est marrant parce que je trouve que autant peut-être parfois pour mes amis américains, des fois, oh my God, what's going on here, you know? Alors pour nous, en fait, je trouve que c'est beaucoup plus naturel et en fait, c'est pour ça qu'on retrouve, comme vous le savez, énormément de Français en Inde. Enfin, énormément. Je veux dire, proportionnellement par rapport à, par exemple, d'autres nationalités, on retrouve beaucoup de Français et il y a chaque année des tonnes de stagiaires. Enfin, on va dire des tonnes. J'exagère un peu, mais beaucoup de stagiaires français qui viennent, etc. Donc voilà. Je pense que en fait, exactement, il faut s'éloigner des stéréotypes, s'éloigner des clichés et s'éloigner du côté surtout, voilà, c'est un grand pays, c'est un grand bloc. Et puis tout simplement, si quelqu'un souhaite s'installer en Inde et a un peu peur, eh ben venir nous rencontrer dans le cadre, enfin déjà à mon avis, de rencontrer également la communauté française qui est super cool, super sympa. S'approcher également sans doute de Business France parce que donc notamment avec Anne qui fait un travail vraiment formidable. Je sais que nous on a un de nos clients qui avait travaillé avec Business France et qui leur a mis en contact en une semaine avec 25 rendez-vous de toutes les industries, de toutes les boîtes de luxe, etc. Donc grand carton pour eux. Et puis évidemment de la French Tech. Voilà, on est une petite équipe qui ne cesse pas de grossir et on est toujours, ça nous fait toujours de plaisir, en fait, d'apporter une approche un petit peu moins institutionnelle que Business France, mais de partager
tous nos conseils, nos galères, etc., pour éviter que vous fassiez le même. Donc voilà, à mon sens, c'est vraiment un pays intéressant et c'est pour ça que je suis resté. Et j'encourage tout le monde, en tout cas, si vous avez un intérêt de vraiment vous y pencher davantage et parler avec nous parce que vous allez vraiment pas regretter. Il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités en tout cas. Merci beaucoup, Emilien. Nirumad, un dernier mot? Merci. Oui, quand on travaille en Inde, je pense qu'il faut énormément travailler sur l'engagement des collaborateurs. C'est super important, comme vient de le dire Emilien, et intégrer complètement l'écosystème, pas juste des ONG, bien sûr, avec qui on peut coproduire plein de choses, mais également la famille. En fait, on vient de récemment faire une journée de la famille en Inde, où les collaborateurs ont pu venir avec leurs parents, avec leurs frères, avec leurs beaux-parents. Et ça marche super bien parce qu'en fait, le concept de travail ne s'arrête pas juste aux collègues. Donc, en fait, c'est d'intégrer tout cet écosystème. Et dans un dernier temps, je parlerai plutôt de la reconnaissance au travail. La reconnaissance au travail est très importante, de reconnaître en fait le travail qui a été fait par des collaborateurs, de leur donner cette exposition, cette visibilité. Ça vous permet en fait de travailler sur tout ce qui est rétention des collaborateurs et toujours de se mettre à jour au niveau de tout ce qui est, donc ça c'est mon côté RH, sur tout ce qui est grille de salaire, grille des pratiques, des bénéfices, parce qu'en fait c'est un marché qui évolue très vite d'une année sur l'autre et en fait il faut toujours être à la page, on ne peut pas se permettre de ne pas continuer à faire des exercices de benchmark et d'être très proche en fait d'autres boîtes qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous conseiller pour s'assurer que vous êtes toujours au top. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci Eswad, un dernier mot? Quel est le dernier conseil pour innover? Écoute, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent. L'idée en fait, j'ai envie de dire ce que je dis souvent, il ne faut pas avoir peur. Parce que c'est vrai que comme personne n'irait s'attaquer au continent européen pour se lancer sur un marché, personne ne ferait ça n'a pas aucun sens. On ne s'attaque pas à l'Inde de la même manière. On trouve le bon État qui va bien, la première grande ville, etc. Et on se fait un réseau. Il y a le réseau des conseillers du commerce extérieur qui est hyper actionnable, et vous en faites partie, vous le savez, la French Tech, le Business France, etc. Moi, je voudrais juste parler de 3 choses. Premièrement, diaspora inversée. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que les talents, les talents dont on entend parler, les talents indiens dont on entend parler, sont en train de revenir en Inde. Parce qu'en fait, la qualité de vie pour la classe moyenne en Inde est bien supérieure de ce qu'on peut trouver aux États-Unis, en France, en Europe, etc. Donc, il y a des talents, des talents globaux qui aujourd'hui sont en Inde et sont en train de revenir en Inde. Ensuite, arbitrage des coûts. On en a parlé. Aujourd'hui, l'Inde, c'est plus la programmation pas chère, très simple. Mais par contre, l'arbitrage des coûts existe encore. Donc, il y a une incitation d'un point de vue coût à se retrouver en Inde. Donc, ces 2 choses-là, j'ai envie de dire aujourd'hui, on est sur une espèce de point optimal, un optimum, où en fait, on se retrouve entre un arbitrage des coûts encore intéressant, des talents extrêmement intéressants, et donc c'est le moment d'y aller. Et puis, et puis un autre point, et c'est vraiment, je trouve vraiment intéressant, c'est ce que disait, juste pour reprendre Emilien, il y a une facilité en fait, il y a un cultural fit, il y a une facilité en fait culturelle entre les Français et l'Inde. J'ai envie de dire, tout ce que vous savez sur l'Inde doit être désappris. Il faut faire une update, il y a une mise à jour à faire. Là, c'est India 4.0. Tout est en train de changer et tout a déjà changé. Donc, intéressez-vous. Ne mettez peut-être pas l'Inde aujourd'hui sur votre roadmap pour l'année prochaine, mais intéressez-vous à l'Inde. Ce serait tellement dommage pour les Français, pour la France, de perdre cette opportunité. Aujourd'hui, les autres pays sont très très présents, les autres Européens, les Américains, les Israéliens, tout le monde est en Inde. Et malgré ce que tu disais, je trouve qu'on est peu. En fait, on est peu dans la communauté business française à être en Inde, et c'est vraiment dommage pour nous, pour la France. C'est faisable à n'importe quelle échelle, j'ai envie de dire, que vous soyez un grand groupe, bien sûr, mais ou une petite start-up ou une SMI. Tout est faisable en Inde, et ce serait dommage de rater cette opportunité. Voilà. Merci de m'avoir invité.
Merci beaucoup, Swed. Merci. Bon, bah, je pense que vous avez tout dit. Je vais peut-être juste rajouter ma casquette Rennes School of Business et vous dire que bah, vous pourriez commencer cette aventure avec l'Inde en recrutant peut-être des étudiants indiens en France. À Rennes, on en a 200 chaque année, mais vous en avez 10 000 qui sont sur le territoire français chaque année et avec un objectif de monter à 20 000. Ils ne parlent pas français pour la plupart et c'est souvent ce qui va faire qu'ils vont aller plutôt chez nos voisins européens. Mais ça ne devrait pas être un souci. Vous pourriez en fait avoir cette première approche vers l'Inde en les voilà, en les ayant avec vous ici en Bretagne, ici là-bas en Bretagne, ici près du cœur en Bretagne. Euh, et ça serait un bon moyen de commencer. Enfin voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui. Voilà, les CCEF sont présents. Business France est là. Business France est là. La French Tech est là. N'hésitez pas à nous recontacter. Et encore merci. Excellente fin de journée. Merci, au revoir. Merci. 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 Au revoir. Merci.